Bonjour Christophe, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Sciences et Fiction. Il y a une semaine, très exactement, à 16h29 à Hill Valley en Californie, Marty McFly et le Doc sont venus pour sauver le fils de Marty. Puis ils sont retournés en 1985. Et oui, on est bien dans Retour vers le futur 2, un rêve vieux comme le monde qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps. Que ce soit pour aller dans le passé, hier ou il y a 1 million d'années, ou dans le futur découvrir ce que sera l'humanité. C'est un ressort qui a été très fréquemment utilisé en science-fiction, le voyage dans le temps. Le premier livre faisant référence à une machine permettant de voyager dans le temps a été écrit en 1887 par un Espagnol, je suis désolée d'avance de mon accent, Enrique Gasper y Rimbaud, El Anacronopété. Donc El Anacronopété, qui est celui qui vole contre le temps, était à l'époque la première machine qui permettait de voyager à travers le temps. Elle permettait simplement de remonter dans le passé. Dans cette histoire, un scientifique met au point cette grosse machine qui, en volant dans le sens contraire de la rotation de la Terre, va pouvoir remonter dans le passé de plus en plus loin. Cette idée d'ailleurs sera reprise un peu plus tard dans les films de Superman. C'était la toute première fois qu'une personne écrivait sur une machine qui permettrait de voyager dans le temps. Bien auparavant, à l'époque des Celtes, on avait déjà cette idée que les voyages dans le temps étaient tout à fait possibles, notamment pour les druides comme Merlin qui pouvaient à leur gré aller dans le futur ou dans le passé. Mais là, pour la première fois, on a un livre qui présente une science, une technologie permettant ce voyage. Cette idée sera reprise un peu plus tard par Wells en 1895 où il écrira la machine à explorer le temps. Mais cette fois, la machine ne permettra pas juste de retourner dans le passé, elle permettra au héros de visiter le futur. Il ira jusqu'en l'an 802 701. Et là, il découvrira un monde a priori paradisiaque, une sorte d'Éden où des individus gentils, prépubères, se promènent au milieu des champs et des rivières. Mais derrière ce paradis se cache un monde souterrain hanté par les Morlocks. Des êtres cannibales, agressifs, qui vivent sous terre et ne supportent plus les lumières du soleil depuis bien longtemps. En fait, à travers ce livre de science-fiction, Wells va faire une critique de la société anglaise de l'époque. Les Eloïs sont en fait le futur d'une classe bourgeoise oisive et qui ne pense qu'à s'amuser, alors que les Morlocks vont être le futur de la classe ouvrière exploitée. Dans ses écrits, que ce soit ceux d'El Anacronopété ou La machine à explorer le temps, les héros, les protagonistes ne peuvent pas revenir dans le passé pour le modifier, ils vont simplement explorer ce qui se passe, que ce soit le passé ou le futur. Bien plus tard va arriver l'idée qu'un retour dans le passé va peut-être pouvoir entraîner des modifications de ce passé. Notamment, cette idée a été fortement exploitée par Poul Anderson, un auteur américain de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en 1955, il va écrire La patrouille dans le temps. La patrouille dans le temps, comme son nom l'indique, est constituée d'un ensemble de patrouilleurs qui vont patrouiller à travers le temps pour restaurer les événements tels qu'ils devraient être et éviter toute modification importante de l'histoire. Pour Poul Anderson, il existe en fait des moments clés de l'histoire qui vont pouvoir entraîner une modification importante. Hormis ces moments clés, globalement, il considère que l'histoire est élastique et qu'une modification mineure n'aura absolument aucune conséquence. En fait, la toute première fois que les conséquences d'un voyage dans le passé ont été exprimées par un écrivain, c'était par René Barjavel, en 1944 dans Le Voyageur imprudent. Dans ce livre, René Barjavel présente un héros qui va découvrir un futur qui va être en réalité une critique de la société post-guerre et notamment de la mécanisation du travail et de la réduction d'un homme à une fonction. Il va pousser cette idée à son maximum dans un futur assez peu crédible au final. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il va aussi à un moment donné émettre l'hypothèse que l'histoire, avec un grand H, n'est pas modifiable et que quoi que l'on fasse, elle se déroulera telle qu'elle est prévue de se dérouler. La même idée qu'a développée ensuite Poul Anderson. L'idée est que si jamais il revient dans le passé pour essayer de tuer Napoléon, un événement quelconque l'en empêchera. Il va donc retourner dans le passé et tenter d'éliminer Napoléon.
Et c'est là qu'il va commettre l'irréparable. Alors attention à tous, c'est un gros spoiler. Donc si vous ne tenez pas à connaître la fin du livre, bouchez-vous les oreilles. Donc arrivé à cet instant, il va effectivement y avoir un événement qui va l'empêcher de tuer Napoléon, notamment son grand-père, qui se jettera devant lui au moment où il tirera. Et ainsi, le héros va tuer son grand-père avant même qu'il ait rencontré son épouse. Ce qui fait que son grand-père n'aura pas eu d'enfant, et que notre héros n'aura pas eu de parents, et que donc il n'aura même jamais existé. Par cet écrit, Barjavel va le tout premier émettre les paradoxes qui peuvent découler d'un voyage dans le temps. Et de là viendra le paradoxe du grand-père. Un paradoxe est en fait une remise en cause du principe de causalité. En règle générale, on considère que la cause précède temporellement l'événement qui en découle. Dans un paradoxe, en fait, un événement qui est postérieur va avoir un effet sur sa cause. Ainsi, on va être dans une rupture du principe de causalité. Le paradoxe du grand-père. Notre héros est revenu dans le passé. Il a tué son grand-père, donc ses parents ne naîtront pas, donc il ne naîtra pas. Par conséquent, il ne pourra pas retourner dans le passé, il ne tuera pas son grand-père, qui aura donc des enfants qui mettront au monde le héros, qui pourra ainsi retourner dans le passé pour tuer son grand-père, qui n'aura pas d'enfants, et donc lui ne naîtra pas. Et ainsi de suite. Ce qui, dans ce paradoxe, en fait, le héros existe et n'existe pas simultanément. On va être pris dans une boucle temporelle dont il ne pourra absolument pas sortir. C'est un paradoxe qui, pendant longtemps, a amené beaucoup de personnes à dire que le voyage dans le temps ne serait pas possible. Un autre paradoxe va être développé ultérieurement, le paradoxe de l'écrivain. Imaginez, vous êtes tranquillement installé dans votre salon, un type arrive, vous dit qu'il est votre vous futur, que vous avez écrit ce merveilleux roman qui va être un best-seller mondial et qui va vous rendre ultra riche, et que tout ce que vous avez à faire, du coup, c'est de le recopier. Comme ça, le travail est fait, et il n'y a plus qu'à encaisser l'argent. C'est relativement tentant. Vous le faites, vous recopiez le livre. Vous y publiez, vous devenez riche. Et lorsque vous êtes vieux, vous retournez dans le passé pour le donner à votre vous lorsqu'il était jeune. Le seul et unique problème, c'est que du coup, vous avez un livre qui n'a même jamais été écrit au départ, parce qu'il a toujours été recopié. Donc là, on a un objet qui apparaît sans jamais avoir été créé. C'est le paradoxe de l'écrivain. Et quand on lit certains romans d'anticipation qui sont censés se passer dans notre époque et qu'on voit à quel point les auteurs avaient vu juste ce qui allait se produire, on peut même se demander si ce n'est pas la stratégie qu'ils ont utilisée pour écrire leur roman. Donc les paradoxes ont été utilisés pour créer des effets dramatiques, mais aussi pour créer des effets comiques. Notamment, Isaac Asimov a développé le paradoxe du chronominé dans sa nouvelle du même nom. Alors, je vais vous en lire un très court extrait pour savoir ce que sont des chronominés. Des bestioles futées comme tout, répéta-t-il. C'étaient des minés quadridimensionnels. Ces minés, je te cause, ils avaient à peu près 30 cm de long, 15 cm de haut et 10 cm de large, et ils s'étendaient jusque le milieu de la semaine prochaine. Ça leur fait 4 dimensions, pas vrai? Tiens, si on leur caressait la tête, ils remuaient pas la queue avant le lendemain. Et les plus gros, il y en avait qui la remuaient pas avant le surlendemain. C'est pas des blagues. Donc Asimov a créé des petits minés qui fonctionnaient à l'envers en 1941. Bien plus tard, Terry Pratchett, dans le Disque Monde, va utiliser la même idée de paradoxe, va lui aussi jouer avec le principe de causalité pour créer la culture rétroannuelle. Les plantes rétroannuelles sont celles qui poussent à rebrousse-temps. Vous les semez cette année et elles poussent l'année dernière. La famille de Morty était spécialisée dans la distillation du vin de raisin rétroannuel. Un vin très capiteux et très en demande auprès des diseurs de bonne aventure, puisqu'il permettait évidemment de voir dans l'avenir. Le seul inconvénient, c'est qu'on avait la gueule de bois la veille au matin et qu'il fallait boire en quantité pour s'en remettre. Donc ça, c'est un extrait de Mortimer, l'un des livres du Disque Monde de Terry Pratchett, qui lui aussi donc, va jouer avec le principe de causalité et le tourner dans tous les sens pour créer un effet humoristique. Donc le voyage dans le temps a été fortement exploité en science-fiction, mais il a aussi fait l'objet d'études scientifiques sérieuses et très poussées. Tout a débuté avec un certain Albert Einstein, lorsqu'il a émis une théorie, la théorie de la relativité générale. Dans cette théorie, le temps est ramené à une dimension. Et il est donc envisageable de pouvoir se déplacer à travers, tout comme on se déplace à travers les 3 dimensions de l'espace.
Ce qui va rendre cela possible dans la théorie de la relativité générale est justement le fait que tout est relatif, de même que l'écoulement du temps. Dans cette idée de relativité, un observateur qui serait situé sur Terre ne percevrait pas l'écoulement du temps de la même façon qu'un observateur qui serait situé dans un vaisseau spatial se déplaçant à grande vitesse. Pour chacun des deux personnages, le temps s'écoulerait de son point de vue à lui tout à fait normalement. Cependant, le vaisseau se déplaçant à la vitesse de la lumière, depuis la Terre, serait perçu comme allant dans le futur. C'est-à-dire que si ce vaisseau revenait sur Terre, étant donné que du point de vue terrestre, le temps se serait écoulé plus rapidement, il arriverait bien plus tard dans le futur, quelques millions d'années ultérieurement, s'il a volé suffisamment longtemps et suffisamment rapidement, c'est-à-dire quasiment à la vitesse de la lumière. On est dans ce cas dans un bond vers le futur. Le demi-tour est totalement impossible. C'est un voyage dans le temps à sens unique, vers le futur. En pratique, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas aller à la vitesse de la lumière, donc pour l'instant tout cela reste à l'état de théorie. C'est une théorie qui a été fortement exploitée encore par Poul Anderson dans les années 70 lorsqu'il a écrit Taux Zéro, où justement il étudie un peu ce que cela ferait à l'équipage d'un vaisseau de voyager à la vitesse de la lumière et ainsi de s'éloigner inexorablement de l'époque terrestre qu'ils ont connue. Donc je conseille très fortement la lecture de Taux Zéro, surtout si vous voulez apprendre beaucoup de choses en physique sur la théorie de la relativité générale. Une autre possibilité pour voyager dans le temps serait ce qui a été baptisé le trou de verre. Pour visualiser un trou de verre, c'est un peu comme un tunnel. Imaginez une feuille de papier qu'on vous plie en deux et vous faites un trou à travers. Ainsi, au lieu d'avoir à faire tout le chemin de la feuille pour aller du point A au point B, vous allez aller directement d'un point à l'autre. Un peu comme si vous prenez un livre, au lieu de devoir faire le chemin de page en page de la première de couverture à la quatrième de couverture, vous faites un trou à l'intérieur et vous traversez en ligne directe l'intégralité des chapitres. Le trou de verre serait donc un tunnel qui permettrait de voyager d'un point de l'espace à un autre ou d'un point du temps à un autre, voire un point de l'espace-temps vers un autre. Stephen Hawking a émis une objection à un voyage dans le temps en disant que si le voyage dans le temps existait, on aurait probablement des touristes temporels qui viendraient nous rendre visite. Certains théoriciens du trou de verre ont émis une objection en disant que un trou de verre ne permettrait probablement de voyager que depuis le futur jusqu'à la date de création. On ne pourrait pas remonter antérieurement à la création du trou de verre, ce qui empêcherait bien évidemment tout tourisme temporel à notre époque si les trous de verre n'étaient découverts qu'en l'an 2752 par exemple. On ne pourrait pas remonter avant. Stephen Hawking va aussi avoir une autre objection au voyage dans le temps par les trous de verre, en disant tout simplement qu'ils sont impossibles et que la loi qui nous permettrait de prouver cette impossibilité, qu'il a nommée en conjecture de protection chronologique, n'a tout simplement pas encore été découverte. Donc pour l'instant, les débats sont ouverts et les recherches persistent, même si tout le monde s'accorde à dire que la possibilité d'un trou de verre permettant de faire voyager un objet macroscopique est pour l'instant vraiment du domaine de la science-fiction et pas du tout du domaine de la science. Il y a aussi des mathématiciens qui se sont justement posés sur le problème que posent les paradoxes. Et Novikov a émis un principe de cohérence dans lequel il explique simplement que la probabilité qu'existe un événement pouvant provoquer un paradoxe est nulle. Et d'après lui, tout ce que ferait un individu retournant dans le passé ne mènerait que des actions cohérentes qui ne pourraient pas mener, au final, à un paradoxe. D'autres hypothèses ont été émises, notamment avec la possibilité de l'existence d'un multivers, où on suppose que toute modification du passé entraînerait en fait la création d'une nouvelle branche de présent et de futur. Un nouvel univers naîtrait à partir de ce point de jonction dans l'histoire. Cette idée va être développée notamment par Félix J. Palma dans La carte du temps en 2008, où l'idée est que toutes modifications qui vont être apportées au passé n'aura aucun effet visible sur le présent, tout simplement parce que chacune de ces modifications va entraîner la création d'un nouvel univers parallèle auquel les héros n'auront pas accès. Maintenant, je vous propose d'écouter un extrait de La patrouille du temps de Poul Anderson, dont je vous conseille très fortement la lecture. On a découvert le voyage temporel vers la fin de l'hérésiarchie corite, expliqua Kelm dans la salle de conférence. Vous en étudierez les détails par la suite.
Pour le moment, croyez-moi sur parole, c'était une époque turbulente où les rivalités commerciales et raciales engendraient des luttes féroces entre de gigantesques combinats, où tous les moyens étaient bons, où les gouvernements n'étaient qu'autant de pions sur l'échiquier galactique. L'effet temporel résulta par hasard de recherches d'entreprises pour trouver un moyen de transport instantané, dont certains d'entre vous comprendront que la description exigerait des fonctions mathématiques discontinues à l'infini. De même que pour les voyages dans le passé. Je ne traiterai pas cet aspect théorique, car on vous en donnera une idée au cours de physique, mais je tiens à vous dire qu'il met en jeu le concept de relations à valeurs infinies dans un continuum à 4n dimensions, où n représente le nombre total des particules de l'univers. Évidemment, le groupe qui effectua cette découverte, les 9, se rendait compte de ses possibilités commerciales, négoces, exploitation minière et toute autre transaction que vous pouvez imaginer. Mais aussi techniques, porter à ses ennemis un coup mortel. Voyez-vous, le temps est variable, on peut changer le passé. Les 9 entrevirent la possibilité de remonter le temps et d'empêcher leurs ennemis d'avoir commencé leurs activités, et même d'être nés. Mais alors apparurent les Danéliens. Pour la première fois, il se départit de son attitude débonnaire et narquoise, et il se tint comme un homme nu et seul face à l'inconnaissable. Il reprit d'une voix posée. Les Danéliens appartiennent à l'avenir, notre avenir, plus d'1 million d'années après mon époque. À force d'évolution, l'homme a adapté une forme impossible à décrire. Vous ne rencontrerez sans doute jamais de Danéliens. Dans le cas contraire, cela vous causera un choc. Ils n'ont rien de malveillant, ni de bienveillant. Ils sont aussi étrangers à nos connaissances ou nos sentiments que nous sommes à ces insectivores qui vont être nos ancêtres. Il n'est pas souhaitable de se trouver nez à nez avec ce genre de créatures. Ils n'avaient d'autre souci que de protéger leur propre existence. À leur apparition, l'exploration du temps était déjà ancienne chez nous. Les sots, les avides, les fous avaient eu des occasions innombrables de remonter le cours de l'histoire et de la mettre sans dessus-dessous. Les Danéliens ne souhaitaient pas interdire le voyage temporel, qui participait du système aboutissant à eux, mais ils devaient le réglementer. Les 9 se virent empêchés de mener à bien leur complot, et on fonda la patrouille pour faire la police sur les pistes du temps. C'était donc un court extrait de La Patrouille du temps, réécrit par Poul Anderson en 1955. Et pour terminer cette deuxième chronique, je vous propose une blague de physicien. Une blague faisant référence au tachyon. Le tachyon est une particule théorique qui est supposée se déplacer plus vite que la lumière. Se déplaçant plus vite que la lumière, elle est donc capable de remonter le temps. Attention, voilà la blague. Le tachyon ressort. Le barman dit « Ici, on ne sert pas les tachyons. Un tachyon entre dans un bar. » Je vais donc vous laisser méditer sur cette blague de physicien. Et je vais vous dire au mercredi 25 novembre où nous parlerons d'un monument de la science-fiction au cinéma, La Guerre des étoiles.